Merci si vous nous rejoignez. Troisième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Abdelkerim Yacoub Kounougoumi, coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans frontières. Dominique Ndonka, premier secrétaire général du mouvement Centrafricain, initiative pour la transformation pour l'action, par l'action. Alors, tout de suite, on passe à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la lutte contre le paludisme. C'est notre problème. Les inventions, c'est que chez nous. Le paludisme, la maladie cause chaque année le décès de 400 000 personnes dans le monde. L'Afrique concentre 90% des cas mortels malgré le fait que le paludisme est encore loin d'être éradiqué. On constate néanmoins depuis 15 ans une baisse du nombre de cas, 41% selon l'Organisation mondiale de la santé. Illustration en Afrique du Sud où des chercheurs viennent de mettre au point une nouvelle combinaison de molécules et l'expérience est assez prometteuse, comme vous allez le voir dans ce sujet d'Ibrahima Djoumaba. Vient d'enregistrer une performance en matière de recherche sanitaire. Le Drug Center de l'Université du Cap a mis au point une molécule dénommée UCT 943 qui traite des patients du paludisme. Le professeur Kelly Chibal et son équipe ont réussi à disposer d'un remède contre l'une des maladies qui tue le plus de patients en Afrique. Le traitement fera l'objet d'essais précliniques en 18 mois, puis sur des volontaires humains. Cette nouvelle découverte dans le traitement du paludisme que nous appelons CUT 943 est prometteuse. Elle intervient à tous les stades du cycle de traitement et offre d'abord une protection contre les parasites du paludisme. Elle tue le parasite au stade sanguin, ce qui signifie qu'elle a le potentiel de guérir la maladie. Le paludisme reste tout de même un défi sur le continent. Selon l'Alliance contre le paludisme, en 2015, environ 188 millions d'Africains ont contracté le paludisme pour 395 000 décès, la plupart des enfants de moins de 5 ans. Actuellement, il y a plus de 30 vaccins contre cette maladie en cours de développement à travers le monde. Les chercheurs sont conscients des défis, mais ils restent optimistes pour l'éradication du paludisme. Nous devons toujours nous rappeler que c'est un combat constant que nous menons contre le parasite du paludisme. C'est une question de temps avant que le médicament ne soit développé et donné aux patients. Si cette molécule est développée avec succès tout au long des essais cliniques, alors elle a vraiment le potentiel de contribuer à l'éradication du paludisme. L'Afrique aujourd'hui reste le continent le plus touché par le paludisme avec 88% des nouveaux cas et 90% de décès. Chaque année, 2,7 milliards de dollars sont injectés dans la lutte contre cette maladie. Pour atteindre 90% de baisse des cas de paludisme d'ici 2030, les dépenses devraient augmenter à 8,7 milliards de dollars par an, selon l'Organisation mondiale de la santé, réduisant les taux de mortalité de 66% depuis l'an 2000. Alors, la recherche avance et selon l'OMS, 7 pays africains, dont l'Afrique du Sud, Botswana, les Comores, l'Algérie également, pourraient ne connaître aucun cas de paludisme d'ici à 2020. Alors, une très bonne nouvelle, bien entendu, mais ça révèle aussi beaucoup de disparités, puisque d'un côté, on a les pays qui avancent en termes de recherche et le nombre de cas tend à baisser depuis une quinzaine d'années. Et puis, de l'autre, on a des pays tels que le Burkina Faso, la RDC, où le paludisme continue de faire des ravages. Comment expliquer autant de disparités à l'intérieur même du continent, Abdelkerim Yacoub Kounougoumi? La disparité, avant de répondre à votre question, il faut savoir que toutes les 30 secondes, un enfant africain meurt de paludisme. 1,5 million par an presque dans le monde entier, donc 90% en Afrique. Normalement, ça doit être la priorité de toutes les institutions africaines et de tous les gouvernements africains pour régler le problème. Le paludisme tue plus que le sida et les autres maladies. Mais pourquoi personne ne se mobilise pour trouver une solution définitive? Le palud, ou les chercheurs africains, ont trouvé des solutions, ont proposé même des traitements traditionnels qui sont vraiment porteurs, mais l'OMS avait à plusieurs reprises refusé de certifier ces traitements en soi disant qu'il n'y a pas eu de recherche, qu'il n'y a pas eu des études suffisantes pour pouvoir les valider. Donc, c'est une question de financement. Donc, il n'y a pas eu suffisamment de finances pour aider à cette recherche et il n'y a pas eu de levée des fonds pour cela. L'Afrique du Sud est en pointe. L'Afrique du Sud est en pointe sur beaucoup de domaines.
avant c'est de la découverte, ils ont aussi des découvertes de médicaments contre les thérapies contre le sida, ils ont fait beaucoup de choses et je salue vraiment cela. Maintenant, quand il faut se poser la question pourquoi il y a une inégalité dans la répartition des effets de cette maladie sur notre continent, ça montre très bien que dans tous ces pays dont vous avez cité, le gouvernement n'a pas la même politique et n'a pas le même moyen de pouvoir lutter ou atténuer au moins les effets de cette maladie. Et de deux, n'oubliez pas aussi que si nos États ou notre continent est encore faible, il y a aussi ces multinationales qui vendent ces produits comme l'antipaludien, la quinine ou la SAC, qui sont aussi une puissance et qui essayent aussi de pouvoir protéger leur zone et de leur marché, parce que c'est un énorme marché quand même qu'il faut aussi maintenant voir de ces côtés-là. Dominique Ndonkia. Comme disait Abdelkrim, moi ce qui me désole dans tout, c'est-à-dire j'ai entendu dire qu'il y a au moins plus de 30 vaccins ou 30 vaccins qui ont été développés pour cette même maladie qui ne fait que tuer la plupart, c'est des enfants africains. Et il en demeure pas moins qu'en Afrique, l'Afrique du Sud a fait des énormes efforts, que ce soit dans le progrès au niveau du paludisme, de recherche VIH-Sida et autres, ainsi de suite. Vous voyez, le premier défi que moi j'appelle les dirigeants africains à relever, c'est d'abord de se mettre d'accord pour soutenir de telles initiatives. Parce que, comme disait Abdelkrim ici, on ne peut pas compter à chaque fois que l'Organisation mondiale de santé ou tel organisme puisse donner l'accréditation afin de mettre sur le marché. On comprend très bien que c'est un marché où il y a énormément, comment on dirait, des ogres. Hein, il y a du business à faire dedans. Donc, si on attend à chaque fois que nous faisons des recherches, si on a découvert un produit pouvant aider les populations, pourquoi ne pas se mettre ensemble en créant un fonds africain pour la santé publique, pour financer ce type de projet et soigner la population africaine avec? Voilà le premier défi. Et c'est ce qui nous manque souvent. Et moi, je ne vois pas pour quelle raison à chaque fois. Moi, j'ai vu, c'était au Bénin ou au Guinée, où l'année dernière, il y avait deux... Au Congo. Oui. C'est l'artémisia. Ils ont trouvé cette plante qui permet de guérir à 95% le palud. Le paludisme. Alors que les médicaments guérissent à 79% les palud. Vous voyez? Mais l'OMS a refusé. Donc, mais l'OMS peut refuser. Mais on peut aussi enfreindre la règle, parce qu'il va de la santé de nos populations. Je ne suis pas certaine que ça soit mais pour le moment, malgré que l'OMS a refusé, dit-on que les populations de ces régions consomment bien ces médicaments. Oui. Donc, pour moi, ça ne change pas. Il y a eu beaucoup plus de vies qui ont été sauvées en consommant les médicaments que le refus de donner l'autorisation de mise sur le marché que l'OMS a refusé. Ceci dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de nombreux pays africains, 7 au total, et ce n'est pas rien, qui ont bien avancé sur la question. Donc voilà, en tout cas, les choses tendent quand même à avancer. Mais peut-être la question, ça serait de savoir comment généraliser finalement les efforts qui ont été faits par ces pays-là dans les pays qui sont un petit peu encore en retard, Abdelkrim. Voilà, je crois qu'il faut mutualiser les efforts. Partager les expériences et aussi partager les stratégies qui ont permis à ces pays-là de s'en sortir ou d'atténuer du moins l'effet de cette maladie. Et ce ne sont pas forcément des pays plus riches que les autres, c'est ça aussi qu'il faut... Ça dépend aussi, c'est une question de gouvernance. C'est une question de gouvernance et d'orientation des ressources dans des secteurs prioritaires. Si aujourd'hui des pays qui sont vraiment concernés ou dont la priorité est l'éducation, la santé et qui réorientent les ressources nationales dans le traitement ou l'amélioration de ces secteurs, d'autres pays orientent les ressources. Vous avez parlé des problèmes, le cas du Burkina Faso. Aujourd'hui, le Burkina Faso fait face à beaucoup de difficultés, dont l'insécurité, où le secteur de la défense ou de l'armement prend énormément de l'argent. Le secteur de lutte contre les effets climatiques, ça prend énormément d'argent. Donc, moi, je crois que l'harmonisation ou même la mutualisation de ces fléaux, il faut le dire, c'est un fléau africain, doit être la première des causes, normalement, de l'Union africaine, qui permet maintenant
de donner une plateforme ou l'espace nécessaire où tous ces pays-là pourront, au-delà de tous ces aspects politiques et tout ce que vous voulez, des divergences que vous voulez, la seule chose qui peut unir les Africains de façon neutre et humanitaire, c'est sauver nos concitoyens africains, c'est cela. Ça veut dire maintenant que chaque Africain, je dis bien chaque gouvernant africain, chaque pays africain doit maintenant consacrer ses efforts et participer à cette lutte. Je rejoins mon frère dans sa vision de dire que l'Afrique ne doit pas là toujours attendre des autorisations quelconques des institutions internationales pour pouvoir prendre des quand même, encore une fois, il n'y a pas que l'Afrique qui doit attendre l'aval de l'OMS. Je vais finir mes propos. L'OMS l'a mis sur le marché d'un médicament. Par exemple, on a vu des cas où des chercheurs financés au sein de l'OMS ou qui agissent au sein de l'OMS travaillent pour des multinationales. On a vu des cas comme ça. En France, on a vu dans des secteurs pharmaceutiques où les multinationales... Mais bien évidemment, c'est une industrie, nous sommes d'accord. Et pourquoi en Afrique, on ne devait pas avoir des institutions capables aussi de décider de ce qui doit être consommé par les Africains, étant donné que les Africains, ce n'est pas le même peuple. Un Africain n'est pas un Européen noir. C'est pas possible. Un Africain n'est pas un Asiatique noir. Non, un Africain est un Africain avec sa façon de vivre, avec sa physiologie et avec ses propres choix de vie. Donc, nous aussi, et aussi des problèmes climatiques. Donc finalement, vous posez la question du rapport de force finalement. Alors, Dominique Ndonka. Mais là vous prenez l'exemple quand vous partez en Afrique. Vous voyez les mini-pharmacies qui pullulent un peu partout en Afrique. Mais ces produits ne sont pas fabriqués en Afrique, bien entendu. C'est des produits qui sont fabriqués en Inde. Et ça tue plus que parfois certains. Et qui sont déployés et mis sur le marché africain. Et bien entendu, si vous me parlez des organismes, est-ce que l'OMS a donné l'autorisation de mise sur le marché? Je n'y crois pas. Alors là, vous parlez des faux médicaments. Là, on est complètement dans autre chose. Ah non, justement, parce que c'est des faux médicaments qui se vendent sur le marché africain. Combien de fois des médicaments qui peuvent toutefois sauver la vie des Africains? Nous, on n'est pas capable de se mettre autour d'une table et décider comme un accord pour dire que, OK, vous nous avez refusé. Donc là, il revient aux Africains de se mettre en position pour avoir ce rapport de force. C'est une question de rapport de force. À partir du moment que si vous êtes plusieurs à soutenir l'initiative, vous aurez beaucoup plus de chances face à ces organismes internationaux. Je crois que je reviens sur ce qu'il a dit à propos de l'Inde. L'Inde a défié l'OMS et a mis des médicaments génériques sur le marché. Et contre les multinationales, et l'Inde a gagné. Et pourquoi l'Afrique ne peut pas le faire? On en vient toujours à la même question. Pourquoi? Manque d'initiative. En tout cas, c'est la fin. Manque d'initiative africaine. Merci beaucoup à tous les deux. Fin de cette émission. Dominique Ndonka, merci beaucoup. Merci, je rappelle que vous êtes premier secrétaire général du mouvement Centrafrique ITA, initiative pour la transformation par l'action. Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'Organisation internationale Internet sans frontières. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Et merci bien évidemment à vous. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à demain. Bonsoir.